Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien. Je vous annonçais, nous recevons pour vous Dr Gilles Badé, qui est le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Nous voudrions aujourd'hui parler des 3 ans d'exercice de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle, puisque la Cour sixième mandature a été installée le 6 juin 2018 par le chef de l'État. Cela fait 3 ans que les sages de la Cour constitutionnelle ont pris fonction. Et justement, pour en parler, Dr Gilles Badé nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, Merci pour la disponibilité. je vous en prie. Voilà, nous avons constaté dès les premières heures, sinon on pourrait le dire, le premier acte posé par la sixième mandature de la Cour constitutionnelle est la modification du règlement intérieur. On a très tôt compris, ou certains ont compris que c'est un empressement. Pourquoi cet empressement? Je vous fais la question. Bon, on peut dire que c'est un empressement si on ne comprend pas que c'est une réflexion qui date de plusieurs années par des personnes qui ont eu à traiter avec la Cour constitutionnelle et qui ont remarqué qu'on pouvait améliorer un certain nombre de choses. Lorsque vous prenez la manière dont la Cour travaillait, le principe du contradictoire, qui est un principe fondamental de tout procès, voudrait que lorsque quelqu'un se plaint par une requête, on donne la parole à la partie qui est incriminée pour qu'elle puisse s'expliquer. Ça peut être une autorité, ça peut être une autre personne physique. Eh bien, la Cour constitutionnelle, par le passé, se contentait de prendre ces deux points de vue et de rendre sa décision. Et c'est au moment parfois où la décision est prise que les parties, certaines parties qui ont perdu, se demandent: oh, si j'avais eu l'occasion de discuter du point de vue de l'autre partie, j'aurais pu éclairer la Cour sur tel ou tel point. Aujourd'hui, avec la création de deux chambres de mise en état, qui sont des chambres qui instruisent le dossier avant que le dossier ne vienne en plénière, il y a la possibilité pour les parties, lorsqu'elles ont émis un point de vue, que l'autre aussi émette son point de vue et que chacun puisse discuter du point de vue émis par l'autre. Donc le principe du contradictoire a été renforcé en donnant l'occasion de s'exprimer devant des sections réduites de la Cour constitutionnelle et de faire en sorte que les débats s'approfondissent et que c'est quand les débats sont mûrs qu'on peut aller en audience plénière pour rendre la décision. Et tout cela se fait devant le public. Donc vous voyez, on a amélioré à la fois le contradictoire, on a amélioré la transparence et ça a occasionné encore l'efficacité de la haute juridiction parce que vous allez voir que les chiffres ont explosé. On est passé de 270 décisions en 2018 à plus de 500 décisions en 2019, à plus de 700 décisions en 2020 et à un total de pratiquement 1700 décisions rendues par cette sixième mandature parce que les recours sur les droits fondamentaux, sur les libertés fondamentales sont foisons aujourd'hui devant la haute juridiction et elle essaye de donner à la Cour constitutionnelle son autre volet de protection des droits fondamentaux et non pas seulement la Cour de régulation du fonctionnement des institutions à laquelle nous étions habitués. Et donc, la Cour n'est pas gênée des nombreux recours formulés devant elle. Non, mais les droits fondamentaux qui sont dans la Constitution sont les droits des individus. Ces personnes doivent avoir ces droits protégés. Elles peuvent les revendiquer à l'égard les uns des autres, à l'égard des autorités politiques, à l'égard des autorités administratives, policières, judiciaires. Et donc, quand c'est un plaisir que de constater que la Cour permet d'éviter, par exemple, que des arrestations arbitraires ne se poursuivent, c'est un plaisir que de voir que des discriminations qui sont faites à l'égard des femmes, à l'égard de certains fonctionnaires, à l'égard des personnes vulnérables d'une manière ou d'une autre, que ces discriminations sont sanctionnées. C'est un plaisir que de rendre service à ces citoyens et de faire en sorte que les droits qui sont contenus dans la Constitution ne soient pas lettres mortes. Donc c'est les citoyens qui retrouvent leur Constitution et la Cour constitutionnelle qui retrouve son rôle de garant des droits fondamentaux et des libertés publiques. Voilà. En 3 ans d'exercice, c'est vrai que vous avez commencé par pas parler quand même, pas évoquer le bilan. 1700 décisions rendues par la Cour, par la sixième mandature donc de la Cour constitutionnelle. Quel bilan fondamentalement on peut faire aujourd'hui quand on prend du recul et quand on est secrétaire général de la Cour constitutionnelle comme vous l'êtes? Oui, comme je vous ai dit, il y a un renouveau. Vous savez, au Bénin, pendant longtemps, et peut-être dans le feu de la joie de retrouver la démocratie, on a cru que pour qu'une Cour constitutionnelle soit considérée comme travaillant super bien, il faudrait qu'elle condamne le gouvernement, il faudrait qu'elle condamne les institutions. Combien de fois est-ce que le Conseil constitutionnel français par an condamne le gouvernement français? Combien de fois est-ce que la Cour suprême des États-Unis condamne le gouvernement? En réalité, lorsque nous faisons l'apprentissage et que nous arrivons à un niveau de maîtrise du bon fonctionnement des institutions, de la collaboration entre les institutions,
c'est clair que le contentieux relatif à la régulation du fonctionnement des institutions et au désaveu de telles institutions par la telle autre, c'est clair que ce rôle-là devient de moins en moins important et que nous passons à une sorte de maturation du processus démocratique et nous voyons l'autre côté qui est le côté droits fondamentaux. Et je vous assure que quand vous recevez des recours, des requêtes de plusieurs... Vous savez qu'au Bénin, nous souffrons d'un problème qui est la détention provisoire. Il y a plus de gens en prison qui n'ont pas été jugés que de gens qui ont été jugés. Okay. Et quand les délais s'allongent, parfois certains oublient même que ces gens-là sont en prison et qu'on ne renouvelle pas ou que les délais sont dépassés, ou quand il y a des arrestations arbitraires, ou quand quelqu'un est privé de son droit, quand il y a expropriation, quand il y a discrimination, et que les gens saisissent la Cour constitutionnelle avec cette confiance renouvelée, parce que désormais le public voit le travail qui est fait, et qu'ils peuvent discuter avec les plus hautes autorités, discuter, challenger avec le secrétaire général du gouvernement, avec le ministère de la Défense, avec le ministère de la Fonction publique, le ministère de la Santé, le ministère de l'Énergie. Avec même le Parlement. Avec le Parlement, et qu'au bout du rouleau, ils aient raison, parce que leur droit est restauré. Je pense qu'on peut être heureux de travailler dans une institution qui remet les choses en place et qui rétablit les citoyens dans leurs droits. On a quand même constaté qu'il y a eu des décisions qui avaient été rendues avant la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Ces décisions ensuite ont été remises en cause. Pourquoi cela ? Mais écoutez, toute société évolue. Il n'y a rien d'extraordinaire. Lorsque vous regardez la jurisprudence dans les grandes démocraties, la jurisprudence évolue parce que la société évolue. Qui pouvait imaginer qu'en France, aujourd'hui, il y aurait le mariage entre personnes homosexuelles ? Qui pourrait l'imaginer? Et vous voyez, même aux États-Unis, vous allez regarder la peine de mort. C'est valable dans certains pays, ce n'est pas valable dans d'autres pays. Les choses évoluent. Si vous prenez l'exemple du Bénin, ce qui a le plus fait bruit, c'était par rapport au droit de grève. Exactement. Alors, si vous prenez qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous estimons que nous sommes un pays sous-développé. Nous sommes un pays qui a besoin de travail, qui a besoin que toutes ces forces soient mobilisées autour du travail pour que le développement puisse devenir réalité. Est-ce qu'on peut se permettre dans un tel pays de faire de la grève le principe? On ne peut pas. Et c'est pour cette raison que, sans abolir complètement le droit de grève, il a été dit, pour que l'espace de la société soit debout, il faut que l'État lui-même soit debout, il faut que l'individu soit debout. Alors, sur la santé qui permet à l'individu de rester debout, et sur les forces, la sécurité, les ressources financières, et qui permettent à l'État aussi d'être debout, on dit on ne peut pas arrêter la santé, on ne peut pas arrêter la sécurité, on ne peut pas arrêter la protection de notre État. C'est pour ça que le droit de grève a été retiré aux militaires, aux paramilitaires, aux hommes de santé, pour que l'homme soit debout et que l'État soit debout, afin qu'on puisse jouir de tous les autres droits. Et vous voyez que le droit de grève n'a pas été retiré à tout le monde. Les autres peuvent jouir de leur droit de grève dans une certaine forme d'aménagement, parce que la devise du Bénin, ce n'est quand même pas fraternité, justice, grève. C'est fraternité, justice, travail. Est-ce qu'on voudrait dire tout simplement que la Cour, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle est une mandature de développement? On croyait que le développement, c'est pour l'exécutif. Oui, mais vous savez que tout ce qui se fait doit être relié les uns aux autres. Il faudrait que nous sachions, la Constitution dit dans son préambule que les droits fondamentaux, c'est pour l'épanouissement de tout être, de tout Béninois. L'épanouissement tant matériel que spirituel de tous les Béninois. C'est ça qui est l'objectif visé. Et donc, quand vous devez mettre en œuvre cet esprit de la Constitution qui vise à ce que tous les citoyens puissent se retrouver. Vous savez, quand on dit les droits fondamentaux, il y a les droits économiques et sociaux. Il y a les droits économiques et sociaux qui sont les droits liés au développement. Notre Constitution en parle. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le droit au développement, c'est dans la Constitution du Bénin. Ce n'est pas une invention. C'est des besoins fondamentaux. Et nous sommes en Afrique. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait partie intégrante de notre Constitution, c'est tout cela réuni qui donne une priorité au développement. Ce n'est pas simplement le gouvernement, c'est surtout le gardien de la Constitution que nous sommes qui, en lisant la Constitution, voit la place fondamentale qui a été accordée à la question du développement et du bien-être de chaque citoyen. Voilà. On va quand même évoquer cette question. On a bien l'impression que parfois la Cour aime qu'on la juge parce que nous avons vu des activités scientifiques, nous avons vu Absolument. des revues scientifiques. Absolument. Est-ce que vous aimez cela, ou du moins la 6e mandature? Mais absolument, vous savez, tout ce qu'on fait, peut-être on y croit, mais il faut avoir un peu d'humilité.
Parce que ce qui était valable hier, ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait certaines choses hier étaient de mauvaise foi. Pourtant, les choses ont évolué. Et ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, il faut qu'on accepte un regard critique. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle développe énormément d'activités scientifiques à travers colloques, pouvoir, rupture ou continuité, à travers une revue scientifique, la revue RCC, dans laquelle les gens publient d'un peu partout, les gens envoient des contributions, des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Français, envoient des contributions pour donner leur point de vue et éclairer aussi la Cour sur ce qui se passe ailleurs, sur est-ce que nous sommes sur la bonne voie, est-ce que nous respectons les standards internationaux, quelles sont les limites de nos décisions, pour nous permettre de nous améliorer, car il faut chaque jour se remettre en cause. Et vous avez un site internet, courconstitutionnelle.bj, dans laquelle vous avez l'ensemble des publications de la Cour constitutionnelle. Nous tenons à faire des rencontres thématiques, à faire des colloques, à faire ces activités scientifiques, et nous essayons de partager aussi nos expériences quand on nous invite ailleurs, pour que nous sachions que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes prêts à revoir la copie si les arguments des uns et des autres sont pertinents et sont posés dans un esprit de construction, dans un esprit d'avancement. La Cour constitutionnelle est considérée pour certains comme étant celle qui est plus profitable aux élites qu'aux citoyens lambda. Est-ce que le citoyen lambda comprend quelque chose des décisions qui sont rendues? Mais c'est pour le citoyen lambda que le règlement intérieur a été modifié. Pour lui dire, tu peux faire un recours contre le gouvernement. Tu peux faire un recours contre le Parlement, tu peux faire un recours contre tel ou tel ministère, contre le préfet, contre le maire. Quand tu as un problème, tu amènes ça. Tu vas venir, le maire va envoyer quelqu'un, le gouvernement va envoyer quelqu'un. Si la personne veut mentir sur ton compte, tu as la possibilité de réagir, de dire, tout le monde est à égalité. Vous pouvez vous exprimer et on va vous écouter. Si vous avez besoin de retourner à la maison, d'amener d'autres arguments, on va vous écouter. Vous avez envie d'amener des témoins, on va vous écouter. Et à la fin, on peut vous donner raison. Vous pouvez, parfois même avant que la procédure ne se termine, il y a comme un mea culpa de l'administration qui dit « Ah, c'est vrai, nous n'avons pas fait attention, mais nous prenons l'engagement de corriger telle ou telle chose. » Lorsque la Cour constitutionnelle permet aux gens qui écrivent en braille d'avoir le droit de faire les concours de la fonction publique et d'accéder à la fonction publique. Lorsque la Cour constitutionnelle permet à des pauvres dames de l'armée qui sont radiées parce qu'elles sont tombées enceintes avant les 5 ans, qui sont prévus dans les anciens tests, que la Cour a désormais considérés comme des tests rétrogrades et violant les droits fondamentaux des femmes. Vous voyez ces jeunes dames qui sont toutes petites dans l'armée et qui se retrouvent rétablies dans leurs droits parce que la Cour a estimé que cette discrimination à l'égard des femmes n'est pas acceptable. Vous voyez une veuve, vous voyez des questions de succession où on veut écarter des veuves parce que les conditions permettent à ces gens-là de penser qu'ils peuvent faire des discriminations à l'égard des femmes. Quand vous voyez ces personnes, venez à la Cour constitutionnelle les mardis, quand il y a les audiences de mise en état, ou les jeudis, quand il y a les audiences plénières, vous verrez que c'est la Cour de tout le monde. La belle salle d'audience dans le nouveau bâtiment construit par la Cour constitutionnelle. J'allais vous faire cette question parce que justement, on a constaté qu'il y a eu rénovation. Ça inspire mieux pour les décisions? Absolument, il faut qu'on travaille dans de bonnes conditions. La salle d'audience, Monseigneur Isidore de Souza, qui se retrouve dans le bâtiment Madame Elisabeth Poyon de la Cour constitutionnelle et qui est un chef-d'œuvre architectural qui a été, qui est à l'actif de la 6e mandature, grâce à l'appui du gouvernement, est un cadre confortable qui permet de travailler dans la sérénité, qui permet d'écouter les différentes parties, les souffrances des uns et des autres, les espoirs des uns et des autres, et de leur donner raison en toute sérénité, en toute tranquillité, et dans la conviction qu'on est au service des plus petits, on est au service des vulnérables, on est au service de l'État, de l'égalité de chance et de l'égalité de droit entre toutes les personnes, que ce soit un citoyen ordinaire ou une administration publique. Est-ce qu'il y a certains recours pendant ces 3 ans d'exercice, certains recours qui vous ont marqué personnellement? Oui, je viens de vous citer le recours sur les dames. Je vous assure que je prenais moi-même l'audience comme greffier. Je vous assure que j'ai retenu beaucoup de larmes parce que vous voyez les dames qui viennent parler. Parce que lorsqu'il n'y avait pas cette possibilité, lorsque le règlement intérieur n'avait pas été modifié, que vous ne pouviez pas sentir ces choses-là, c'était pas ça. Mais cette dame qui parlait, qui disait, mais ce n'est pas possible ce qu'on nous fait. On a vu d'autres qu'on n'a pas radiés, on ne sait pas pourquoi on nous a radiés. Quand vous écoutez, cela vous marque à jamais. Je me rappelle aussi de cette grande décision où
Alors que les résultats des élections législatives avaient déjà été annoncés et un député, hein, l'ancien ministre Degla, qui avait été déclaré non admis, tout simplement parce qu'on avait omis de compter quelques voix, quelques petites voix de différence dans un arrondissement d'un département, dans le département des Collines. Dès qu'on a réussi à redresser les choses, à remettre en place ces voies-là. Mais vous avez des gens qui sont venus de Dassa, qui sont venus de tous les postes de vote de l'arrondissement, témoigner devant la Cour constitutionnelle. Oui, nous avons tenu notre poste de vote. Oui, ce sont nos résultats, ce sont nos signatures, ce sont les signatures des représentants des candidats. Tout est vrai. Les deux partis ont reconnu que tout a été transparent. Et on a recompté les voix. Et à quelques milliers de voix, le ministre Degla a été rétabli comme député. Même celui qui a perdu a félicité la Cour pour dire vraiment il fallait le faire. Il fallait cette audience publique, il fallait que les gens viennent témoigner, que les papiers soient ouverts, présentés aux avocats, à tout le monde. C'était un jour, c'est des jours comme ça, vous sentez que vous êtes en train de rendre service, vous êtes au service de la démocratie et des droits de l'homme, parce que c'est la volonté des populations qui a été rétablie. Si on ne l'avait pas fait, cela n'aurait pas été bien. Donc, vous avez ces genres de décisions qui vous rendent fiers du travail que vous faites. Après les 3 ans, qu'est-ce qui se passera pour la suite? Mais vous savez, les réflexions se poursuivent. La revue de la Cour, les réflexions et les colloques continuent. Beaucoup de gens découvrent aujourd'hui les possibilités qu'ils ont d'utiliser la Cour constitutionnelle, notamment beaucoup de gens en détention, beaucoup de gens qui sont victimes de procédures anormalement longues dans les juridictions, beaucoup de personnes qui sont victimes de discrimination dans les administrations ont commencé à revenir abondamment au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous sommes sûrs que nous allons poursuivre dans cette dynamique de remettre la Cour à la disposition du public, à la disposition des plus nombreux, à la disposition de tous les citoyens, et faire en sorte que les droits fondamentaux soient une réalité au Bénin. Et est-ce que pour des personnes qui ne croient pas, je le dirais comme ça, hein, en la Cour, parce qu'ils estiment, ou ces personnes estiment que voilà, la Cour en fait, ne dit toujours pas ce qu'il faut dire, ou la Cour ne joue pas le rôle de contre-pouvoir toujours, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vous savez, la justice est rendue et il y a toujours pour rendre la justice le choix entre plusieurs solutions. Vous pouvez avoir une situation dans laquelle il y a 4 possibilités. Tout le monde est d'accord pour exclure la 4e possibilité parce qu'elle est contraire à la Constitution. Mais les 3 autres possibilités ont une égale valeur parce qu'aucune d'elles ne viole la Constitution. C'est l'idéologie, c'est la conception, c'est le fait que les personnes qui sont en majorité dans la Cour pensent que voilà l'orientation qu'il faut donner. Par exemple, sur la question du droit de grève, c'est un choix à faire entre la vie et le chant de la liberté. Vous pouvez chanter la liberté et laisser les gens mourir dans les hôpitaux. C'est un choix à faire. Donc, lorsque vous choisissez de donner priorité à la vie, de ne pas laisser mourir les gens dans les hôpitaux, vous aurez un autre groupe de personnes qui vont dire « Ah, mais le droit de grève est sacré ». Comme si la vie n'était pas sacrée. Vous avez à choisir entre le caractère sacré de la vie et le caractère supposé sacré du droit de grève, qui va faire qu'il faut fermer les hôpitaux, qui va faire que la sécurité va disparaître. Est-ce que vous imaginez que quand vous êtes braqué la nuit, on puisse courir au commissariat et on dit non, le commissariat est fermé? Il y a des endroits qui ne doivent jamais être fermés. C'est les hôpitaux, c'est les commissariats, c'est les camps militaires, c'est la justice. Et pourquoi vous voulez que ces gens-là, et même c'est les ressources, ceux qui captent les ressources de l'État et qui doivent les mettre dans les caisses pour que tout le reste puisse se faire? Donc vous voyez, c'est une question de conception. Vous voyez, aux États-Unis, Donald Trump va dire telle chose, Joe Biden va dire telle autre. Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « Je vais tout faire pour casser la loi sur la sécurité sociale qu'on appelait Obamacare ». Il a tenté, il n'a pas réussi, il a dit « Je vais espérer que quand je vais amener un autre juge à la Cour suprême, je vais réintroduire. » Parce que au moins chez les Américains, ça ne choque personne. On connaît les conservateurs, on connaît les progressistes. On sait que si vous avez plus de juges contre la peine de mort au niveau de la Cour suprême, quand vous allez introduire quelque chose sur ça, ça va aller dans tel sens. On le sait à l'avance. Et ça ne choque personne que le même droit
soit dit autrement par les progressistes et autrement par les conservateurs. Parce que si c'est une question sociale, peine de mort, avortement, polygamie, homosexualité, vous ne pouvez pas avoir au même moment les mêmes points de vue. Il faut accepter que le droit n'est pas une science exacte et que chacun qui défend quelque chose doit pouvoir l'exprimer et l'expliquer d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire forcément que l'autre a tort, mais ça veut dire que ce point de vue-là, c'est ce point de vue qui est aujourd'hui en vigueur compte tenu d'un certain nombre de raisonnements. Et chez les anglophones, on va très loin jusqu'à autoriser ceux qui ne sont pas d'accord à faire ce qu'on appelle les opinions dissidentes et à ajouter leur opinion sur la décision principale qui est rendue. Et avec les lectures, les travaux scientifiques, les enquêtes, l'évolution du temps, parfois ces opinions dissidentes deviennent les décisions principales. Donc les Béninois doivent apprendre à accepter que même si leur point de vue n'a pas prospéré aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu motiver le point de vue des autres? Est-ce qu'il y a un élément qui choque, qui ne devrait pas être un élément acceptable dans un état de droit dans la décision qui est rendue? Il faut que les gens prennent le temps de lire la décision, de lire les décisions, de lire les arguments de chacune des parties et de voir l'arbitrage que la Cour fait par rapport aux orientations, par rapport à l'idéologie, par rapport aux objectifs poursuivis pour rendre la décision. Que personne ne soit fermé, parce que la Cour elle-même n'est pas fermée. Elle est ouverte au débat, elle est ouverte aux échanges. Si les critiques, les échanges des uns et des autres permettent de réorienter telle question ou telle question d'une telle autre manière, on va le faire. Les gens sont souvent pressés, ils réduisent l'État à leurs problèmes d'aujourd'hui. Problème actuel. Oui, les problèmes actuels. Alors que des questions font l'objet de progrès progressifs, des progrès suivis dans le temps pour déboucher sur une solution. Regardez au Bénin, quand on a voulu installer une commission électorale nationale autonome, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Au début, on faisait des commissions, des sénats ad hoc. On faisait des sénats ad hoc. Plus progressivement, on a eu une sénat permanente. On a fini d'essayer ça. Maintenant, on veut tenter un conseil électoral d'une part, une direction générale des élections d'autre part. C'est des tentatives que nous allons faire. Nous allons faire des essais. On fera le bilan chaque fois. Et si quelque chose doit être fait, que les gens acceptent que tout ne soit pas fait en leur temps. Conseil électoral et direction générale des élections, ça va prendre peut-être 10 ans ou 20 ans de pratique avant qu'on ne puisse réformer. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, qu'ils patientent, parce que leur point de vue n'a pas prospéré aujourd'hui, mais peut-être que s'ils écrivent, ils laissent dans les revues, demain, le temps leur donnera raison peut-être, et on reviendra là-dessus. Donc, un peu d'humilité pour les uns et les autres. Essayons de nous écouter, essayons de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que ce point de vue a pu l'emporter aujourd'hui, et quel type d'arguments nous pouvons donner pour que ce point de vue-là évolue, et que demain peut-être, ça puisse être changé. Nous aimons les cours, ou nous aimions les cours qui se donnaient des libertés. Nous croyons que la Cour constitutionnelle est toute puissante, mais on s'est quand même confronté à une incompétence de la Cour qui s'est déclarée incompétente face à un recours. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, la Cour constitutionnelle est le serviteur de la Constitution. La Cour constitutionnelle n'est pas le créateur de la Constitution. Il y a un respect que l'on doit à la Constitution. Et c'est cela que tous les Béninois devraient réclamer, que l'on se colle à la Constitution. C'est bien beau d'être inspiré et de créer des principes pour faire ce qui plaît au public. Il y a peut-être une révision de la Constitution. Les députés ont respecté toutes les procédures, mais on se dit comment on va bloquer ça, parce que quand même cette révision de la Constitution fait un peu peur aux gens. Alors on peut être inspiré et dire il y a le consensus national qui manque. Sauf que le consensus national n'est pas écrit dans la Constitution. Les gens vont applaudir parce que cette révision-là, les gens ne la voulaient pas. Donc on a dit consensus, qu'on ait même inventé autre chose, qu'on n'ait même rien dit du tout pour dire que cette révision-là ne marche pas. Les gens sont contents. Mais de la même manière, si on accepte ça, demain, la Cour peut inventer toute autre chose pour bloquer tel ou tel. Alors, si la Cour veut aujourd'hui revenir à la lettre, à ce qui est écrit, ne s'en tenir qu'à ce qui est écrit, eh bien, elle n'a pas le droit de réagir ou de modifier la volonté du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant originel, c'est-à-dire le peuple qui a rédigé sa constitution, ou le pouvoir constituant dérivé, les députés qui ont
avec les conditions prévues par la Constitution, respecter toutes les conditions prévues par la Constitution pour la modifier, il n'appartient pas à un pouvoir constitué, comme la Cour constitutionnelle, de revenir et de remettre en cause ce que le pouvoir constituant a décidé. Donc elle est incompétente à revenir sur ce que... Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la procédure de révision de la Constitution. Il faut que les gens lisent. Elle n'a pas dit qu'elle est incompétente en tout. Elle est incompétente pour revenir sur le contenu de la volonté du constituant. Mais elle est compétente pour apprécier la procédure. Sauf que là, il n'y avait aucun problème sur la procédure. Elle est compétente sur la procédure. Il n'y a pas eu de problème sur la procédure. Elle est incompétente sur le fond. Car ce serait fait d'elle comme l'élu, comme le représentant du peuple qui décide à la place du peuple et qui, au lieu de servir la Constitution, crée la Constitution. Très bien. Merci pour toutes ces explications, docteur Gilles Badé. Avant de vous laisser partir, déjà, la Cour constitutionnelle avec les 7 sages, comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Vous savez, c'est une chance que nous avons que dans cette Cour constitutionnelle, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les magistrats. Il y a les magistrats, parce que quand les gens parlent parfois, on a l'impression que la Cour constitutionnelle est composée de gens qui ne comprennent rien au droit. Il y a des magistrats de très haut niveau. Il y a des professeurs, il y a des praticiens du droit, professeurs ou avocats. Et il y a des personnalités. Ces personnalités, vous savez, au sein de la Cour constitutionnelle, ce sont les premiers regards critiques, les premiers tests de ce que la société peut avoir comme réaction. Et ces personnes, lorsque les professionnels du droit, les 3 magistrats et les 2 praticiens du droit, lorsqu'ils utilisent les thèmes techniques pour faire telle chose, les personnalités sont là pour leur dire, votre affaire là, on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas toujours injustice? Est-ce qu'en droit là, on ne peut pas ajouter telle chose? Est-ce qu'on ne peut pas régler le problème de telle fois? De sorte que la combinaison entre l'expertise juridique et la justice innée, spontanée, que tout individu, le bon sens que tout individu peut utiliser, cette combinaison donne des résultats merveilleux, parce que la Cour a l'occasion, après avoir écouté les gens lors des audiences publiques, de tester également sa décision auprès de personnes ayant une certaine expérience de la vie avant de rendre publique cette décision. Je crois que cette fabrication des décisions, c'est quelque chose d'extraordinaire que les gens ne remarquent pas, mais c'est une garantie une garantie d'adhésion populaire aux décisions, pour autant que l'on prenne le temps de lire les décisions, de lire les motivations pour comprendre un peu les objectifs poursuivis par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marquera ces 3 ans d'exercice? Ces 3 ans d'exercice, c'est beaucoup de travail, c'est la recherche de résultats, c'est les bonnes conditions de travail, c'est la bonne gouvernance et c'est la Constitution remise à la disposition du public. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Voilà, pour finir, est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs et de ces nombreux concitoyens qui nous suivent? Alors, je vais le dire encore une fois, la Cour constitutionnelle a un site. Il faut que nous apprenions à lire les décisions. Il faut que nous apprenions à lire les expériences, à lire un peu ce qui se fait à gauche et à droite, un peu partout dans le monde, sur les questions constitutionnelles. courconstitutionnelle.bj. Sur ce site internet, vous avez toutes les décisions de la Cour constitutionnelle, vous avez les commentaires, la revue de la Cour, l'actualité des juridictions constitutionnelles. Et je pense qu'avec ces lectures-là et ces activités intellectuelles, les gens comprendront de plus en plus les décisions de la Cour constitutionnelle et les objectifs poursuivis. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Gilles Badé. Vous êtes le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. On parlait donc des 3 ans d'exercice de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. On va se retrouver, pourquoi pas, pour d'autres occasions. Très bientôt, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous allons marquer une pause avant de retrouver notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, pour le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale.